Bienvenue Céline Curiol pour cette 10e saison des rencontres texto à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous nous faites l'honneur de venir jusqu'à nous sur notre campus un peu excentré, mais dans cette belle bibliothèque où nous accueille toute l'équipe, ce dont nous les remercions. Cette rencontre est organisée avec le service culturel de l'université et aussi le concours du service communication. Dans le public se trouvent des étudiants et étudiantes des UFR LLSHS, un master métier du texte et de l'image, et du parcours culture média édition de la licence information communication, qui, je l'espère, vous poseront quelques questions et à qui nous allons donc faire découvrir vos 2 derniers livres qui diffèrent non seulement par le sujet, mais aussi par la longueur et j'allais même dire par le poids. Mais c'est un exercice, ce sont des exercices assez étonnants pardon, moi aussi je me disperse, de réussir à concevoir des textes, à écrire des textes qui peuvent être d'une concision extrême, aussi bien que déployés sur toute une année, comme c'est le cas pour les lois de l'ascension, en entrant dans les moindres détails. Et ce livre dont on pourrait penser qu'il tend vers l'exhaustivité, en réalité manie, comme Finir par l'éternité, l'art de l'ellipse. Et c'est peut-être comme ça que je vais commencer. Mais d'abord, je voudrais dire quelques mots à votre sujet, Céline Curiol, puisque vous vivez actuellement en France, à Paris, mais vous avez vécu pendant une dizaine d'années à New York, ville où vous avez exercé notamment les fonctions de correspondante de Radio France et de la BBC. Donc vous avez l'expérience du journalisme. Et aujourd'hui, vous écrivez toujours et vous enseignez également à Sciences Po Paris notamment, et si j'ai bien compris aussi à l'université de Paris-Saclay, où vous étiez ce matin. Donc vous êtes familière des établissements du supérieur. Donc pour dire quelques mots au sujet de vos 2 livres, eh bien, les lois de l'ascension en fait sont composées de manière polyphonique, c'est-à-dire que chaque chapitre est consacré à l'un des 6 personnages qu'on va suivre tout au long des 830 pages, tandis que Finir par l'éternité en fait répond à une commande du musée des confluences de la ville de Lyon, qui vous a demandé de choisir un objet dans les collections du musée pour en faire une fiction. Donc ce sont 2 démarches tout à fait différentes. Et dans les 2 textes, on retrouve une même propension à la réflexion, à l'analyse approfondie de ce qui se joue tacitement dans le moindre événement, mais aussi comme dans les relations. Et dans les lois, la fin des lois de l'ascension, je commence par la fin. C'est une bonne idée. Même si la narration, comme on l'a dit, est extrêmement fouillée, tous les secrets ne sont pas dissipés et certains se sont même épaissis. Et en fait, si je parle du secret, c'est pas un hasard, c'est parce que Finir par l'éternité tourne autour de la question du secret. Et donc, comme je le disais à l'instant, je vais commencer par la fin. Et évidemment, je ne vais pas vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, l'éventuel twist final. Mais je ne vais pas non plus vous demander de dévoiler vos secrets d'écriture, Céline Curiol. Mais je voudrais quand même qu'on commence par les mots de la fin. Finir par l'éternité se termine en ces mots. Le secret est un code indéchiffrable qui tient en vie tout en tenant en arrêt, désir sublime et ravageur d'être sans altération, sans perte, sans évolution. Demeurer le même, exactement, refuser la métamorphose, finir par l'éternité. Et dans les lois de l'ascension, il y a au moins un secret de famille et de nombreux non-dits à l'aune desquels on pourrait interpréter certains comportements des personnages, que ce soit conscient ou à leur insu. Alors, je voudrais savoir si pour vous, le principe même du secret est de nature à susciter un désir de récit.
Ah bah complètement. Déjà, je trouve que quand vous prononcez le mot secret, là, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est peut-être dû à ma curiosité, mais pour moi, depuis très longtemps, je pense depuis que je suis jeune, l'idée du secret, ça attise la curiosité, euh, ça attise le mouvement pratiquement. C'est toujours la source de l'aventure, en fait. Quand on part à l'aventure, que ce soit métaphoriquement ou physiquement, c'est toujours parce qu'on veut découvrir quelque chose de caché. Et je pense que pour moi, dans l'écriture, il y a aussi cette recherche à la fois de créer des secrets et de les révéler. Enfin, c'est un double jeu. Voilà. Alors, créer des secrets et les révéler, est-ce que vous avez l'impression, par exemple dans les lois de l'ascension, que vous partiez en quête d'un secret qui vous apparaît au fur et à mesure du récit? Vous avez déjà un plan et déjà l'idée de l'objectif Non, moi souvent je pars, en tout cas c'était vrai dans ce roman-là, je pars d'une question. Alors je ne sais pas si on peut assimiler question et secret directement, c'est pas tout à fait la même chose. Dans ce cas-là, je partais d'une question vraiment plutôt politique sur la capacité actuelle de nos sociétés occidentales de mener ou pas des révolutions. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui En tout cas, c'est la question que se pose chacun des 6 personnages qui composent ce livre, c'est-à-dire dans quelle mesure ils peuvent mener une révolution, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux, dans leur vie, dans leur quotidien, mener une révolution. Donc c'est une réflexion sur cette articulation entre en gros le politique et puis le personnel, ou on peut, pour le dire autrement, entre l'individualisme et le bien commun, et comment ces deux choses s'articulent. Donc c'était vraiment mené par cette interrogation, qui est une interrogation... Bon, on peut la décliner politiquement, philosophiquement, socialement, mais elle devait donner lieu, bien évidemment, à une histoire, à des personnages. Donc c'est là où le secret rentre en ligne de compte et est véritablement moteur par rapport aux actions qui vont se construire au fil du récit. Oui, alors chacun des personnages a son histoire personnelle, a son contexte, a un contexte qui le détermine. On peut citer chacun des 6 personnages. Orna Bey, qui est journaliste et avec qui s'ouvre le récit, qui découvre devant chez elle quelqu'un dont elle ne sait pas exactement quelle est sa situation, quelqu'un, un corps apparemment inconscient, et cette découverte va susciter chez elle beaucoup de scrupules, parce qu'en fait elle ne réagit pas, mais elle s'en veut de ne pas réagir. Il y a sa sœur, Célène, à qui on a aussi accès, puisque chacun des chapitres est consacré alternativement aux personnages, donc les scènes parfois sont décrites de 2 points de vue successivement. Il y a un homme qu'elle va rencontrer, Modé, en partant en quête justement de ce personnage de Monsef qu'elle a croisé au début du livre en rentrant chez elle. Son psychanalyste, Golia Pavel, et un jeune homme qui s'appelle Mehdi, qu'elle ne va pas forcément croiser directement, mais qui vit dans le même quartier. Et on parlait de rapport avec sinon la révolution, du moins la révolte. C'est un personnage qui est révolté, qui risque de passer à l'acte et pas de façon transgressive, dans le contexte de Paris en 2015, donc avec la tension provoquée dans la ville par les attentats. Et le personnage de Pénélope dite Hope, qui est une de ses anciennes étudiantes et qui elle, a une représentation très, je dirais presque fictive, de ce que idéaliste, de ce que pourrait être un coup d'éclat d'une certaine manière. Et parmi ces personnages, le personnage de Golia Pavel, qui est le psychanalyste, je faisais le lien avec le secret et je me disais, ça donne peut-être une sorte de clé de lecture, parce que lui-même, il n'échappe pas aux ambivalences. Alors, il est issu de l'immigration, comme les 2 autres personnages masculins. Et ça, c'est assez intéressant, puisque on parlait de l'articulation entre l'intime et le politique. Et ces 3 personnages-là, finalement, reflètent l'histoire de l'immigration en France. Parce que lui, il est issu de l'immigration juive d'Europe de l'Est. Et les 2 autres personnages masculins, Modé et Mehdi, sont issus de l'immigration du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, respectivement. Alors,
je vais faire un parallèle, vous allez me dire si j'ai rêvé, mais le psychanalyste lui-même m'a beaucoup fait penser à celui de la série En thérapie. Vous n'êtes pas la première personne à dire ça, mais... C'est pas possible que vous ayez... Celui-là est beaucoup mieux que de celui de la série En thérapie. Alors pourquoi, d'après vous? Non, je plaisante à moitié. C'est pas une série que j'ai énormément regardée parce que justement, ce que j'en ai vu... alors, c'est très différent, le cinéma et la littérature, mais pour moi, parfois, c'est un petit peu caricatural dans la série, la façon dont il aborde le travail de psychanalyse. Et je pense que, évidemment, l'avantage d'un roman par rapport à une série ou un film, c'est qu'on a beaucoup plus de place pour développer quand même un personnage et des subtilités du personnage. Et il me semble, à mon avis, que Pavel, dans ce livre, est plus complexe que le personnage du psychanalyste dans la série en question. Oui. En fait, ce qui invite à faire ce parallèle, c'est qu'il s'agit de personnages ambivalents. On pourrait penser qu'un psychanalyste qui exerce une analyse et un regard très lucide sur le monde qui l'entoure et peut-être sur lui-même, n'est pas en proie aux contradictions qui nous habitent toutes et tous. Alors, il a tout résolu, il a tout compris. Voilà. Alors que là, évidemment, comme c'est un personnage... dont on a accès à ses pensées, donc on peut justement voir sa vulnérabilité. Et c'est là le lien qu'on peut faire avec le secret, c'est-à-dire que chacun a un rapport ambivalent avec ses propres secrets, y compris évidemment ceux qui lui échappent. C'est pour ça que j'ai pensé à cette comparaison. Et puis chacun a un personnage à jouer. Enfin, nous avons tous dans nos vies des personnages à jouer, c'est-à-dire ce qu'on est censé être. Et ça, c'est toujours en décalage avec ce que l'on a envie d'être. Et c'est un peu dans cette conciliation de ces deux tendances qu'on passe notre vie à essayer d'harmoniser. Et parmi les personnages, on parlait de Hope, l'idéaliste, d'ailleurs son surnom qui signifie espoir en anglais va en ce sens. Elle cherche à accomplir un exploit. Et cet exploit-là fait allusion, enfin en tout cas son projet fait allusion à... elle se rappelle, plus exactement, une performance qui a eu lieu à New York, où vous avez vécu, et d'ailleurs à cette période... Non, pas à cette période-là, puisque vous avez vécu à la période des attentats de New York, mais je ne sais pas si vous avez lu le roman de Colum McCann, Et que le vaste monde poursuive sa course folle. On vous en a parlé aussi? Non, dites-moi. Alors, c'est vraiment très, très surprenant, parce que dans ce livre qui est paru en 2009, en fait, il y a toute une cosmogonie. C'est un roman choral aussi, où plusieurs personnages du New York des années 70 finissent par... leur trajectoire finissent par converger autour de la figure de Philippe Petit. Donc, j'en viens à ça. Vous allez voir le lien avec 2001 et les attentats. C'est qu'en fait, Philippe Petit est un funambule qui a traversé un filin tendu entre les deux tours jumelles du World Trade Center. Et le livre de Colum McCann se passe dans le New York, des années 70, mais en filigrane, il y a quand même un lien implicite qui est fait avec la représentation de ces deux tours-là. D'accord. Donc je me suis dit, vous faites en plus un hommage à Paul Auster à la fin, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est le grand roman américain choral qui a pu en partie vous inspirer. Ah, pas du tout. C'est un hasard. Non, c'est un hasard. C'est l'intertextualité. C'est-à-dire que parfois, il y a, vous voyez, des liens même inconscients qui se jouent à travers les livres. Est-ce que peut-être on peut lire le passage où c'est page 551, où est fait allusion à Philippe Petit et à sa performance. En même temps, c'est quelque chose. Cette performance, c'est vraiment quelque chose qui a marqué énormément de gens. Finalement, il l'a pas fait dans un petit coin tout seul. Non. C'était extrêmement médiatisé, extrêmement vu. Et puis, même en soi, l'acte était quand même assez transgressif. Et d'abord, effectuer des recherches, car il lui manque des informations cruciales. Elle doit avoir à sa disposition un maximum d'éléments afin de préparer son expédition. Ainsi que cet homme. Comment s'appelait-il ? Quelque chose petit. Et elle se souvient de son nom de famille qu'elle avait trouvé ironique de s'appeler Petit
et de convoiter les hauteurs. Plusieurs films avaient été tournés sur ses exploits. Lui-même avait écrit un livre sur lui-même, ou plus exactement sur les modalités de préparation de ses opérations de funambule. Elle l'avait lu, avait été impressionnée par son approche de la créativité, entre discipline extrême et autorisation de découverte, entre concentration et latitude, rectitude et improvisation. De ses écrits, elle a tiré la certitude que quiconque s'éprend d'inédit doit avancer en équilibriste, résister aux forces de dissuasion comme à la gravité. Comment réussir l'impossible est la question et la réponse qu'incarne le funambule. Et plus Hope songe à ce petit, plus elle ressent la nécessité d'adopter la même approche que lui, la même méticulosité, la même audace, afin d'accomplir cette mission dont elle a dorénavant la charge. Le seul acte de sa vie dont elle pourra être véritablement fière. Alors vous voyez, à ce stade, on ne sait pas encore quel est le projet de Hope, et il faudrait que vous lisiez le livre pour le savoir. Mais c'est quand même en pensant à Hope que j'ai envie de vous interroger sur le titre, Les lois de l'ascension. Parce que ça sonne comme un théorème physique, un peu comme la loi de la gravitation universelle. Mais évidemment, il y a une dimension métaphorique. Est-ce que c'est la loi de l'ascension sociale ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, vous avez tout à fait. C'est parti de l'idée des lois de la gravité, ces lois auxquelles nous sommes toutes et tous soumis. Et l'idée, c'était de renverser les lois de gravité en les lois de l'ascension, justement parce que le livre interrogeait aussi la question de l'ambition. Qu'est-ce que c'est être ambitieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on est tous ambitieux ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Où est-ce que ça nous mène ? Donc il y avait cette idée inhérente, et que je ne suis pas la première à développer. Il y a un anthropologue, par exemple, qui s'appelle Pierre Clastre, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur des tribus d'Amérique du Sud, dans lesquelles il a aussi observé ce phénomène, si je puis dire, cette tendance de l'être humain à vouloir s'élever. Alors s'élever, ça peut être au sens physique, c'est-à-dire à ériger des buildings, des tours, enfin monter toujours plus haut physiquement, mais aussi s'élever spirituellement à travers la religion, et puis, comme vous avez dit, aussi socialement, d'une certaine façon, c'est dans ces hiérarchies, essayer de se représenter lui-même comme toujours en ascension. D'ailleurs, on est allé sur la Lune, on peut imaginer qu'il y a ce mouvement d'ascension. Et je me demandais, voilà, c'est quoi, pourquoi on n'aime pas pourquoi on a envie de monter comme ça ? Qu'est-ce qui fait ? Donc ce livre, ce titre, c'était aussi dire qu'il y avait peut-être, on était soumis, comme aux lois de la gravité, à d'autres lois qui sont illustrées par l'histoire des personnages, qui sont celles de l'ascension. Donc quand vous dites que c'est illustré par les personnages, en fait c'est une forme de programme romanesque. Vous avez voulu un peu plonger vos personnages à la façon d'Émile Zola dans un milieu avec une hérédité et voir ce que ça donnait. Alors l'hérédité, je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai voulu les plonger dans un milieu ? Ça impliquerait qu'ils aient tous le même milieu, le même... non, j'ai pas... C'était pas dans le sens... En fait, moi, je pars toujours des personnages, et ce sont les personnages qui créent à la fois le mouvement et l'environnement dans lequel ils sont. Donc, c'est pas comme si je posais un décor, et puis ensuite, je mettais des personnages à l'intérieur. J'essaie plutôt de partir de l'intérieur des personnages, pour les emmener à la découverte d'un monde qui évidemment se construit aussi tout ça étant artificiel, se construit au fur et à mesure de la progression. Donc c'est pas exactement Zola, dans le sens où ça serait pas une expérience. C'est un peu différent. Je me reconnais pas dans la description que vous en faites. Oui, bien sûr. Alors, c'est en tant que lectrice, en fait, je me suis posé la question parce qu'il y a vraiment un souci du détail réaliste, même s'il y a d'autres inspirations dont on pourra parler. Mais tous ces personnages font société et au fur et à mesure,
c'est aussi le titre qui m'a peut-être induite sur cette piste-là. Mais au fur et à mesure, on se demande si ils incarnent... Enfin, si... Par exemple, le fait qu'il y ait ce personnage du psychanalyste peut nous laisser penser qu'ils vont reproduire des tendances... qui seraient des archétypes, en quelque sorte. Oui, que c'est une façon, finalement, de mettre en scène des façons d'être aujourd'hui dans telle ou telle situation, selon ce qu'on a pu vivre, selon ce que nos parents nous ont transmis, etc. Ça n'a pas joué, en fait, dans la... Mais est-ce que c'est pas le cas de tout roman réaliste? Enfin, est-ce que c'est pas toujours une mise en situation? Tout roman réaliste me semble une mise en situation des personnages par rapport à... Enfin, je suis pas sûre que je... c'est vous qui savez. Moi, oui. Non, mais que votre... disons que par rapport à d'autres romans, là, il y a vraiment l'expérience de chaque conscience qui est confrontée à celle des autres, puisqu'on parlait de la répétition de certaines scènes vues sous des angles différents. Donc, ça donne l'impression d'une expérimentation, c'est-à-dire que la réalité serait finalement une sorte de combinaison des différents points de vue. D'accord, je comprends mieux ce que vous voulez dire. Parce que du point de vue de l'auteur, si on pense à Zola, c'est quand même un narrateur omniscient qui joue avec ses personnages. Là, la démarche, même dans l'écriture même, c'est-à-dire que ce sont des troisièmes personnes, mais ce sont des troisièmes personnes qui ont des positionnement de première personne, c'est-à-dire avec le point de vue de chacun des personnages. Donc, c'est pas en surplomb comme ça, c'est vraiment de l'intérieur. Et après, l'idée de faire se croiser les points de vue, pour moi, c'était montrer justement... c'est aussi une interrogation autour de la vérité, que ce soit la vérité historique, que ce soit la vérité, ce qu'on appelle la vérité, qui, à mon avis, n'existe pas en elle-même, et qui est justement dans cette croisement des opinions, des perceptions, et on se met d'accord sur ce qu'est la vérité à tel instant. Mais c'était ça aussi, c'était pour montrer que si on veut avoir une vision globale d'un moment, il y a forcément l'ajout de tous les points de vue des gens qui étaient présents. Et alors, justement, c'est très intéressant de réfléchir à ces aspects-là à deux égards. D'abord, par rapport à la question du journalisme dont on va parler, et puis aussi sur le style, la manière de composer finalement une sorte de feuilleté narratif, descriptif et narratif, mais on y reviendra. D'abord, sur le journalisme, le personnage d'Orna, qui est donc celui qui ouvre le livre. Le personnage d'Orna est journaliste, mais a subi le tournant des années 2010 et elle est devenue rédactrice web, ce qui paraît être déjà une forme de déclassement, ou en tout cas c'est moins prestigieux dans la profession. Elle est devenue chef d'édition de la rédaction web d'une chaîne de télévision. Donc c'est, vous savez, le site miroir de la chaîne, donc ça paraît être un peu la dernière roue du carrosse. Et en même temps, aujourd'hui, on sait bien que énormément d'actualités passent par Internet grâce à la réactivité de cet outil. Et ce qui est assez étonnant lorsqu'on suit ces pérégrinations au sein de la rédaction, c'est qu'on la voit penser à plusieurs choses à la fois. Alors déjà, c'est vraiment une prouesse de style, je trouve, d'arriver dans un moment comme ça de grande tension à suivre ce que pense j'allais dire la narratrice, mais non, le personnage qu'on suit à la troisième personne, au style indirect libre, parce qu'elle pense aussi bien à des gens qui ne sont pas là, à sa propre ambition et bien entendu à ce qui se passe. Donc il y a deux moments qu'on pourrait peut-être lire. Le début, quand elle débarque dans cette salle de rédaction, et puis un autre moment qui correspond à un grand moment de tension où il y a une prise d'otage. Donc... Je pense qu'après, on pourra parler de la fonction de rédactrice et de la fameuse course à la vérité, mais aussi peut-être des questions de désincarnation à travers le médium. Alors, dans la salle de rédaction, les bureaux ne sont pas tous occupés. Les rédacteurs de l'après-midi arriveront plus tard et elle songe qu'elle doit sans tarder planifier la rotation des équipes pour le mois prochain. Un site d'information ne pouvait demeurer statique au risque d'être jugé inopérant.
Certains médias en ligne avaient cherché à s'opposer à cet impératif en ralentissant les fréquences de publication, mais elle doutait qu'ils y aient gagné. La bête était aussi vorace que les internautes qui surfaient à sa traîne. Pour survivre, un site devait être animé et alimenté en informations nouvelles, de préférence surprenantes, originales, décalées. Le travail de l'équipe à laquelle elle adresse chaque matin un bonjour jovial en filant vers le fond de la salle selon un parcours invariable consiste à produire ses contenus. Elle s'est habituée à ce mot dérangeant qui efface toute particularité de l'objet au profit de sa seule fonction. Textes, photos, vidéos sont devenus des contenus qui n'entretiennent plus avec leur contenant de rapports signifiants. La nature des premiers ne conditionne plus la valeur informative du second. Au moment où elle dépose son sac sur le bureau, une voix l'interpelle. Éléonore s'est maquillée les paupières. Snowden serait toujours à Moscou, il a pris l'avion pour Cuba, on a préparé une alerte, tu valides ? Au petit balancement du corps dressé devant elle, elle perçoit l'impatience d'Éléonore. Serait ? Éléonore pince les lèvres, discrète manifestation de son agacement. Ponctuer la journée de millions de gens d'alerte donnait l'impression d'être le relais des soubresauts du monde à celles et ceux qui étaient cloîtrés dans une rédaction, y trouvant un dérivatif au travail de terrain. Source : AFP. C'est tout ? Oui, mais l'antenne le donne. Elle hausse les épaules. Éléonore connaît la manière de travailler d'Orna, mais elle cherche à passer en force. On attend. Quelques secondes, la chef d'édition la fixe, concentrant sa réprobation dans ce regard prolongé, puis repart bouche cousue avant de lancer à l'intention des deskers. Alerte suspendue. C'est toujours pareil. Quand l'antenne manquait de précaution, elle passait pour une rigoriste rétrograde, une journaliste de la vieille école qui ne pigeait rien aux enjeux nouveaux de la communication de masse. Même Vincent le pensait, pourtant plus âgé qu'elle, qui n'avait pas manqué en plusieurs occasions de lui faire passer le message par de petites mots qui disaient son mépris pour son excès de scrupules. Il tenait à merveille son rôle de chef de service, garant d'un trafic qu'il fallait maintenir coûte que coûte. Après avoir monnayé des plantes et des minerais, des animaux et des êtres humains, des murs et des mécaniques, des courants et des pronostics, des mots, des sons, des images, on monnayait un geste minuscule, la pression d'un pouce ou d'un index sur une surface sensible. Un clic. Annoncer quelques secondes avant les autres médias un événement permettait d'engranger des milliers de ces clics. Par ceci, on mesurait la réussite d'un site, c'est-à-dire son potentiel publicitaire. Pour aller plus vite, mieux valait ne pas être trop regardant, rapidité et vérification n'allant pas souvent de pair. Cette stratégie recelait toutefois une faille. Plus priorité était donnée à la production continue de contenu, moins il était possible de réaliser d'enquêtes véritables permettant de sortir quelques scoops, indéfectibles générateurs de clics. Il est trop tôt pourtant pour de telles considérations et Orna ferait mieux de les ignorer si elle souhaite conserver sa motivation. Le métier de journaliste a changé, elle le sait. La mise en scène et la diffusion ont pris le pas sur la recherche d'informations. Il en est ainsi, et elle doit arrêter de le déplorer. Et alors, on va voir qu'elle change. Bouleversement. Voilà, son fusil d'épaule, page 464. Dans la fenêtre du live blog, rien ne s'est affiché depuis plus de 5 minutes. « Anna, tu t'endors ou quoi ?»« Non, mais j'ai rien, sauf des tweets de gens qui annoncent la même chose ou décrivent les problèmes de circulation. » Orna attrape le téléphone puis se ravise à la vue d'un mail de Thierry qui informe les rédacteurs en chef qu'un JRI est en route. Sur son téléviseur, les premières images d'agences du Carrefour viennent d'apparaître, filmées à une vingtaine de mètres du McDonald's, une séquence courte sur laquelle l'entrée du restaurant n'est pas visible. Seule en apparaît la façade latérale sur la gauche, entre plusieurs véhicules de police garés au milieu de la rue de Belleville, gyrophares tournoyants. Alentour, aucune circulation de voitures, de piétons. Seuls les pigeons continuent de picorer assidûment. Sur la droite se tient un groupe d'hommes en combinaison noire, en cagoule, casqués, en pleine concertation. Mis à part leurs quelques gestes, rien ne semble se passer. Les otages, en qui l'effroi doit fracasser, éventrer toutes les contenances, demeurent inaccessibles à la caméra. Le pire ne se déroule-t-il pas toujours à huis clos ?
Le contraste entre l'apparente banalité du décor et le drame qui se joue derrière les murs du fast-food rend cet entêtement à montrer ce qui n'y est pas ridicule et indécent. Puis la scène s'évanouit, remplacée par le visage impavide de la présentatrice en studio. Le commissariat ne répond pas. Ok, tant pis, Julie est partie sur place. L'étonnement de Jean-Luc mut vite en approbation. Les assaillants seraient 2. Elle a reconnu la voix d'Hugo qui, depuis son bureau, les apostrophe. « Tu as eu le commissariat ?»« Non, c'est Reuters qui l'annonce. »« Serait, ils me gonflent avec leur conditionnel. » Sommées d'être toujours plus réactives, les agences de presse donnaient dans l'urgence tout ce qu'elles récoltaient sans tri, sous couvert du conditionnel. « Je mets dans le live blog ou pas ?» Depuis son bureau, Anna l'interroge. « Non, non. » Jean-Luc l'a prise de court, anticipant sa réaction. « Si, mets-le, au conditionnel. » Dis donc, tu deviens laxiste. Jean-Luc la taquine, sourire de guingois, mais dans cette grimace, elle entrevoit un soupçon. Elle ne se souvient pas de s'être approchée du bureau de Jean-Luc. Elle doit reprendre ses esprits, ne pas céder à la tentation de s'abstraire de l'instant. « Hugo, pas de nouveau communiqué, ni du ministère, ni de la police ?» Le jeune homme secoue la tête. Sur le bureau de Jean-Luc, le téléviseur diffuse les mêmes images que celles qu'elle a vues tout à l'heure. La même section de store sale au logo M, le même carrefour désert, un groupe de policiers du raid, le même ou peut-être pas, en préparation. Un replay sur lequel ce qui semble ne pas se passer est de toute façon déjà passé. Son regard s'est arrêté sur le bandeau rouge qui traverse le bas du téléviseur. Une dizaine de personnes retenues en otage dans un McDonald's à Paris. La télé donne 10 otages, pas 15 ! En quelques clics, elle fait défiler la liste des urgents pour remonter jusqu'au dernier, constate que quelques minutes auparavant, les agents ont revu leur décompte à la baisse. « Jean-Luc, tu as vu que... »« Oui, on va changer. » La manière dont une telle estimation a été faite lui échappe. La police a peut-être trouvé un témoin, un client chanceux sorti du lieu avant que n'éclate la prise d'otage. Son portable vibre. « Suis sur place, c'est tendu, pas sûr que je vais pouvoir approcher. »« Julie est sur place !» Dans la salle de rédaction, l'annonce d'Orna suscite quelques exclamations soulagées. « T'es loin ?»« Un peu. Ils ont bloqué la rue de Belleville entre les buttes et avant la rue du Jourdain. Fais du micro-trottoir au pire. » Orna revient vers Jean-Luc tandis que son portable dans sa main de nouveau vibre. Si elle est bloquée, Julie va tweeter sur les réactions. « Mais de qui ? De n'importe qui !» Jean-Luc fait la moue. Il a raison. Pas la peine d'envoyer une reporter sur place pour entendre débiter le genre de rengaine que produisent les drames chez le tout venant, un mélange indigeste d'indignation fade et de plaintes éculées. Certains parleraient de leur choc. Oh, que ça arrive dans le quartier, franchement. D'autres d'insécurité croissante. Avec tous ces militaires, on n'est même pas protégé. D'autres encore jongleraient avec des insinuations racistes. Être premier, traquer l'exclusivité. Est-il l'objectif de ce métier ? Essaie quand même de t'approcher, Julie, il va se passer quelque chose forcément. À peine a-t-elle fini de taper son message que le portable à nouveau vibre. J'y vais, mais seulement pour toi. Oui, c'est compliqué là, il y a des actions qui se croisent. Elle sent un léger frémissement au bas de sa nuque, la peur lançant ses signaux d'avertissement. Si elle a jugé la situation assez sûre pour envoyer Julie, pourquoi s'inquiète-t-elle pour Maudé ? Plus la peine, j'ai quelqu'un sur place. Elle espère le message suffisant pour l'en dissuader. Hollande annonce qu'il rentre à Paris. Lui ayant transmis l'information, Hugo repart vers son bureau. Il était où ? Le jeune homme se retourne, marque un temps d'arrêt, peut-être pour ménager son effet, souligner l'ironie de ce qu'il s'apprête à dire. À Clichy, pour inaugurer une médiathèque pour les jeunes. Ça va, c'était compréhensible parce qu'il y a des choses qui sont en italique dans le texte. Alors c'est vrai que dès qu'on est à l'oral, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, alors, ce qui est en italique, en fait, ça correspond aux textos qui sont envoyés depuis la salle de la rédaction vers le terrain où elle a envoyé la fameuse Julie en complément du JRI, c'est-à-dire le journaliste reporter d'images. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que tout est vécu à distance. Et finalement... dans un bureau, y a pas de danger, on ne sent pas de danger. Bon, évidemment, quand on y repense, bien sûr qu'une salle de rédaction peut être exposée à des risques d'attentat, mais oui. On le sait, malheureusement. Mais en tout cas, dans le roman, à ce moment-là, c'est pas là où se passe l'action. Et même en envoyant quelqu'un sur le terrain, en fait, personne n'a vraiment accès à ce qui se passe, comme vous le dites,
à huis clos. Donc pourquoi vouloir absolument relayer des images et même des réactions de la part des riverains sur ce qui se passe mais qu'on ne voit pas? Et je pense que, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit mot, s'il y a une critique du c'est un peu des médias. Justement une critique des médias qui exigent les médias, en tout cas les médias audiovisuels comme la télé ou même Internet, puisque maintenant on a des live blogs qui font qu'on doit alimenter en permanence avec des informations. Hein. Ce live blog, il reste pas statique, on peut pas mettre une information toutes les heures, hein. Il faut constamment alimenter, donc il faut trouver des choses à dire. Mais c'est quoi ces choses à dire si on n'a pas accès à ce qui se passe vraiment? Si on ne peut pas dire dans l'instant ce qui est en train de se passer, parce que évidemment dans l'instant, si on pouvait dire ce qui se passe dans l'instant, ça veut dire qu'on serait en train de vivre le drame de la prise d'otage, donc ça serait plus un témoignage, on serait des acteurs de la prise d'otage, donc on serait plus des journalistes. Le journaliste, ça reste quand même un témoin de ce qui se passe. Donc cette insistance à vouloir en permanence montrer quelque chose fait qu'il y a des déviations comme ça qui font qu'on montre ce carrefour alors qu'il s'y passe il s'y passe pas grand-chose d'autre que des gens qui attendent. Et voilà, on vous dit, attention, là, il y a... Et en voyant ces images de Carrefour, moi, c'est comme ça que je me le représentais quand j'écrivais le livre, en regardant ces images de Carrefour, il faut se dire, oh, c'est très grave. Je vois un carrefour où il y a des pigeons, mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Donc il y a une espèce de décalage comme ça, fait de façon très sérieuse, parce qu'il y a une situation dramatique et que beaucoup de médias s'alimentent de situations dramatiques, mais en même temps, on ne peut pas toujours montrer le drame. Il n'y a pas toujours des images à mettre, il y a pas toujours... Parfois, il y a un temps de décalage. Et c'est vrai que ces médias, les médias, pas la presse, parce que la presse a justement ce temps pour publier, hein, c'est-à-dire quand on publie le lendemain, on a quand même tout un temps pour récolter des informations et en faire quelque chose. Là, on essaie vraiment de coller à l'instant et du coup, on se piège aussi dans quelque chose qui parfois me semble absurde, effectivement. Et qui est reflété, illustré par le personnage d'Orna qui parfois est... Là, on ne le voit pas exactement dans ce passage, mais quelques pages avant ou après, elle-même, elle est comme décollée de l'action, son esprit s'échappe. Et c'est travaillé à travers une narration. J'ai trouvé que cette composition pouvait s'apparenter à du feuilletage. Je ne sais pas si le terme convient. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire vous-même, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous essayez de vous arrêter sur chaque seconde et vous décrivez en exhaustivité, ou alors c'est vraiment un premier jet que vous retravaillez en repassant à plusieurs reprises? C'est assez spontané en fait, c'est un peu comme d'avoir... vous parlez de cette scène, hein, on est bien de cette scène, parce qu'elle est emblématique, mais je trouve que ça se sent vraiment dans tout le roman. Moi, comme c'est un roman assez long, il y a des moments, quand je fermais le livre, j'avais l'impression d'observer l'environnement un peu comme si avec j'étais imprégnée, influencée par Céline Curiol, ce qui fait que à la fois j'entendais un bruit dans la rue, j'observais ce qui se passait en même temps, c'est-à-dire ça donne conscience à la fois du dedans et du dehors, si j'ose dire. C'est super, c'est le but. C'est un peu quelque chose... je pense que c'est quelque chose sans m'en rendre compte complètement. Je travaille depuis longtemps justement sur ces communications entre dedans et dehors et comment faire pour que le lecteur puisse à la fois vivre l'intériorité du personnage sans perdre... parce qu'il y a une partie de la littérature contemporaine qui est quand même axée sur l'intériorité, et dans laquelle les personnages, moi j'appelle ça le flottement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation. C'est des personnages, ils pensent, ils éprouvent, on vous décrit un tout petit peu, on sait qu'ils sont dedans plus ou moins, on ne sait pas vraiment où ils sont, mais il y a des choses qui se passent. Et pour moi, c'est très gênant, parce que, et alors je pourrais rentrer dans un débat sur la lutte environnementale, des questions très essentielles auxquelles on fait face aujourd'hui, qui nous exhorte, si je peux dire, qui exige de nous qu'on fasse beaucoup plus attention à notre environnement. Et je trouve que la littérature, et c'est ce que moi je m'efforce de faire là-dedans, peut aussi contribuer à cette attention plus grande à ce qu'il y a au dehors. Et moi, ça me gêne quand je lis des romans dans lesquels les personnages, finalement, n'ont pas d'environnement. C'est un peu hérité du nouveau roman, Le flux de conscience,
C'est un peu ça Oui, c'est le flux. Alors après, un flux de conscience, il peut être peuplé de plein de choses, parce que là, finalement, d'une certaine façon, ce sont des flux de conscience aussi. Mais ça m'a donné cette impression, mais effectivement, avec un dialogue avec tout ce qui se passe au moment... autour du personnage au fur et à mesure de son évolution, quoi. C'est vraiment l'immédiat qui est automatiquement absorbé par chacun. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Mais un flux de conscience qui est aussi conscient d'autre chose que de lui-même, si je peux l'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sons, il y a une sensorialité, il y a d'autres personnes. Voilà. Donc c'est situé, en fait, on peut dire, c'est un point de vue situé dans l'espace. Alors justement, donc vous avez parlé de l'attention pour l'environnement. Le personnage qui incarne le mieux ça, c'est Célène, qui est la sœur d'Orna, la journaliste, et qui a besoin, qui est chercheuse, mais qui trouve finalement la recherche trop abstraite et qui a besoin elle-même de se mettre en contexte pour éprouver l'exactitude de ce qu'elle expérimente. Mais dans ce que vous disiez à l'instant, il y a aussi ce rapport à la sensorialité et donc à l'incarnation. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à travers cette mise en scène des médias actuels qui finalement sont loin du terrain. Mais ça se retrouve non seulement dans l'expérience de chaque personnage dans ce livre, mais aussi dans Finir par l'éternité. Parce que vous vous interrogez sur les pouvoirs de la machine qui ferait abstraction du corps. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que l'intelligence peut se passer du corps ? Vous faites allusion précisément aux travaux de Turing, qui est aux prémices de l'informatique et de l'intelligence artificielle, dont vous dites qu'il a évacué un peu à la manière cartésienne le rapport du corps à son environnement pour estimer qu'une intelligence artificielle, c'est que du calcul, finalement. Je trouve que c'est le souci du détail qui va le traduire dans les lois de l'ascension, c'est-à-dire les regards en particulier. C'est tout est verbalisé dans ce que vous présentez, dans ce que vous racontez, mais on sait bien que lorsqu'on échange des regards avec les autres, en fait, ça se passe de mots. Donc ça, c'est comment vous réussissez si vous arrivez à en parler d'ailleurs, comment vous réussissez à traduire ces états éphémères et parfois contradictoires, puisque des sentiments contraires peuvent se côtoyer, se succéder chez un même personnage. Alors j'aime bien votre expression état éphémère, mais alors est-ce que je peux expliquer comme ça comment ça se produit ? C'est pas je peux pas. C'est très difficile à donner dans une formule ou une explication. Déjà, c'est quelque chose qui se fait. Alors, peut-être je pourrais parler du rôle du corps dans l'écriture, parce que là aussi, on peut avoir tendance à représenter l'écriture comme un phénomène purement intellectuel, ce que je ne crois pas qu'elle est. C'est vraiment un engagement. Je disais parfois, écrire, c'est comme être acteur, mais tout seul, dans son bureau. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment un engagement du corps dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est presque comme si tous ces mouvements, ces interactions, ce que vous disiez sur les regards, ils sont vécus. Alors, ils sont vécus de façon étouffée, parce que, évidemment, même s'il m'est arrivé par moments de faire certains actes dans mon bureau pour pouvoir décrire mieux certaines interactions, voilà, pour pouvoir vraiment les éprouver, pour pouvoir passer à l'écriture. Il me semble qu'il n'y a pas, en tout cas pour l'écriture romanesque, ça me semble très difficile, pour ma part, de faire une écriture purement intellectuelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit éprouvé dans les scènes. C'est comme si c'était joué, mais sans être complètement joué. Mais il y a une implication du corps. Et je vais vous dire même parfois, ce livre, parce que j'ai quand même passé un certain nombre d'années de ma vie, mine de rien. Combien ? Parce que c'est justement ça pousse à s'interroger, quoi, ça aiguise la curiosité. Et parfois, je ne sais plus si j'ai écrit les scènes ou si ce sont des souvenirs. C'est génial. Ouais. Et je pense que dans l'écriture, il y a, je ne sais pas, je pense que j'ai pas enquêté là-dessus d'un point de vue neurologique, mais je pense que c'est pas si éloigné, la constitution du souvenir. Mais je suis sûre que ça vous arrive à vous, que si vous avez jamais lu un texte, un roman, et vous confondez
Alors, si vous y réfléchissez, bien sûr, vous allez rétablir l'ordre, mais vous confondez une scène que vous avez lue avec quelque chose qui vous est arrivé. Non, ça vous est pas arrivé, c'est cette confusion. Elle dure quelques instants, hein, évidemment. Au bout d'un moment, on réalise que oui, non, je n'étais pas ce personnage. Mais je pense que c'est pas si éloigné dans le stockage. D'ailleurs, comme avec les rêves, parfois on a l'impression qu'on a vécu une scène alors qu'on l'a rêvée. Et ça me fait aussi penser à la manière dont les rêves sont relatés, comme s'ils faisaient partie du quotidien. Généralement, dans les livres, il y a une sorte de code qui consiste à à dire « Ah, mais en fait, ce n'était qu'un rêve » ou « Cette nuit, elle rêva que… » Alors que là… Le chapitre commence par quelque chose qui a l'air parfaitement réaliste, et puis au fur et à mesure, on se dit non, là ça tient pas, c'est très confus, il y a des sauts dans le temps et l'espace, et puis elle se réveille. Et parfois même, il y a un temps d'adaptation, comme dans la vie, d'une certaine manière, comme dans des processus de mais mémoire. Les rêves sont des matériaux littéraires absolument fabuleux, parce qu'évidemment, on peut… c'est très riche, il y a toutes sortes d'associations étranges et ça peut beaucoup servir dans l'écriture, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi que je me demandais tout à l'heure si il y avait une intention d'interprétation, parce qu'entre le rêve, le secret, le personnage du psychanalyste, donc peut-être que j'ai cherché en vain des fils, des explications de lecture, là où finalement c'est plus… où la fiction donne une cohérence à l'ensemble, mais sans résoudre, comme on le disait au début, tous les secrets, quoi. Voilà. Mais pour revenir à la question du corps, c'est non seulement ce qui est en jeu dans le récit, mais c'est aussi ce qui relie les personnages les uns aux autres. Donc au départ, on l'a dit tout à l'heure, le corps de ce personnage, Monsef Bey, qui est devant la porte de chez Orna. Elle fait mine de l'ignorer, mais finalement, il y a une empathie qui l'habite. Et au bout du compte, c'est vraiment les liens entre tous les personnages qui leur donnent corps, mais un corps social. C'est-à-dire, finalement, ces histoires. Chacune des histoires, ça pourrait constituer un roman en soi. En fait, voilà, il y a vraiment 6 romans qui sont intriqués. Et donc, quels sont les liens entre eux, à part la ville qu'ils partagent? Et en fait, ils se croisent. Et même s'ils se croisent de loin, ils finissent par s'identifier, même si c'est dans une espèce aux limites de leur champ visuel, ils finissent quand même par se reconnaître d'une certaine manière. Et comme finalement, même si c'est un contexte plein de tensions, on parlait des attentats, il y a la crise des réfugiés, c'est vraiment Paris des années 2015, c'est un Paris hostile. Et finalement, il y a des indices qui nous donnent envie d'y croire encore. Déjà, le titre, le personnage de Hope et peut-être aussi des marques de bonheur, y compris fugaces. Hein. Mais c'est peut-être ça, finalement, les corps relient les gens et ça leur permet de dépasser, de sortir un peu, de se décentrer. Oui, et puis les corps nous s'auto-influencent, c'est-à-dire qu'ils ont un impact les uns sur les autres. Finalement, c'est par nos corps qu'on est au monde et qu'on est vivant et que notre expérience du monde se fait et notre expérience des autres aussi. Donc effectivement, je vous rejoins là-dessus. Je pense que le roman essaie de mettre en scène aussi ces influences que peuvent avoir chacun de nous a sur les autres. Et c'est des influences très conscientes, mais ça peut être aussi des expériences presque… j'allais dire à distance, enfin des influences presque à distance. Je pensais par exemple, un phénomène très, très courant qui est celui d'être amoureux par exemple, hein, et l'impression qu'on a d'être dans quelque chose d'une onde, de quelque chose d'une influence de l'autre qui est quasiment physique, et c'est assez extraordinaire. Mais ça peut se jouer sur d'autres plans. Donc tous ces personnages, effectivement, ils ont des corps, et ça paraît un peu idiot de dire ça. Ah bah oui, mon personnage, il a un corps, haha, grande découverte. Mais quand même, c'est pour revenir à ce que je disais, souvent, il y a dans beaucoup de romans, il me semble, des personnages qui sont juste des esprits. Oui. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sensations, ils font pas l'expérience du monde et de leur environnement à travers leur corps.
qui est quand même la chose première. Hein. Et finalement, quand on est dans l'actualité, quand on regarde nos portables, quand on lit des articles, quand on regarde des vidéos, on n'est plus des corps. C'est ça aussi d'en finir par l'éternité. On est ce regard, voilà, dans quelque chose, dans une dimension un peu, comment dire, je cherche le mot virtuel. Hein. Mais on n'est plus des corps. Déjà, d'ailleurs, d'en finir par l'éternité, je dis ça. Est-ce que quand on fait toutes ces activités quotidiennes sur Internet, on va voir nos mails, machin, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est encore des corps? Ce qu'on a vécu d'ailleurs, puisque on a fait quasiment 1 an et demi de cours à distance. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est complètement désincarné. Visio, voilà, c'est ça. C'est que faire du corps. Pendant ce temps-là, il y a seulement certains sens qui sont mobilisés, quoi. Et moi, j'avais l'impression, parce que c'est sans doute une impression que beaucoup d'entre vous ont eue, de ne pas avoir pleinement vécu ces moments. Enfin, moi, j'étais enseignant, je faisais aussi des... Et parfois, le soir, je me disais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Je n'étais pas tout à fait sûre que j'avais été engagée dans ma propre vie. C'est très étrange. Et je pense que c'est parce que, justement, on peut pas vivre, au meilleur sens du terme, sans tout l'appareil. Et au-delà du lien qui se dessine à travers l'expérience des corps, il y a aussi l'importance d'une histoire pour chacun. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi l'enjeu de la littérature, de souligner régulièrement combien l'histoire et le récit est important pour vivre. Mais c'est assez marquant que ce personnage de Moncef Bey qui incarne qui est un peu l'archétype du migrant qui a besoin de s'intégrer dans son pays d'accueil, eh bien, son histoire soit en jeu à 2 égards. D'abord parce qu'il est reproché à la journaliste de vouloir lui voler son histoire. Est-ce que les journalistes, quand ils documentent la vie, alors ici de réfugiés, pour sensibiliser le public à leur histoire, à leur vie, est-ce que c'est pas une manière un petit peu voyeuriste, un peu déplacée finalement de les dépouiller de leur intimité? Et d'autre part, ça vous le rapportez, mais c'est effectivement un fait réel. Pour pouvoir obtenir un titre de séjour, il faut que l'OFPRA soit convaincu par le danger imminent que vous courez en rentrant dans votre pays. Donc il faut que votre histoire soit suffisamment convaincante pour vous donner droit à un titre de séjour. Or, le personnage n'est pas sûr que son histoire, il vient de Tunisie, et certes, il a fui la situation post-révolution, il n'est pas sûr que son histoire suffise pour obtenir un titre de séjour. Donc, il voudrait récupérer une histoire venant de réfugiés libyens. Donc, c'est assez cynique, tragique, mais c'est quand même assez étonnant de voir que la littérature qui pourrait passer pour quelque chose, pour un luxe, en fait, ça revient par ce biais-là. C'est-à-dire, l'histoire est fondamentale pour chacun d'entre nous, quoi. Oui. Et ce qu'on disait au début sur le fait de qu'est-ce qu'on dit de soi et quel rôle on tient. Et je trouve que justement, ces réfugiés qu'on accule un petit peu comme ça, à tenir des rôles, c'est encore plus compliqué pour eux. Parce que qu'est-ce que c'est être un bon réfugié? Oh là là! Hein, c'est un rôle difficile à tenir, on peut imaginer. Et donc, donc ces histoires d'histoires sont vraiment... On voit comment elles sont à l'origine de tous nos rapports. Finalement, quand on rencontre quelqu'un, on est un peu livré à ce qu'il nous dit de lui ou d'elle et à cette histoire qu'il va nous raconter de lui ou d'elle. En dehors de ça, qui il est exactement, on ne sait pas. Mais c'est bien cette mise en forme de nos histoires qu'on donne au monde en représentant de ce que nous pensons être. Et c'est à la fois merveilleux et c'est à la fois très compliqué. Oui, on le voit puisque les personnages ne se comprennent pas forcément, n'interprètent pas les choses de la même manière. Et par rapport à ce que vous disiez au début de la rencontre, et peut-être que je conclurai cet entretien avant de laisser la parole à la salle, mais est-ce que par rapport à votre ambition de raconter comment on peut aller vers une révolution aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir pu répondre à travers ce récit ? Oui et non. Non, parce que c'est une question... Enfin, c'est vrai que je me suis rendu compte tellement difficile et avec tellement de paramètres
que, évidemment, si j'ai pu donner une réponse, c'est une réponse partielle, qui serait que c'est devenu très, très compliqué, effectivement. Parce que, pour différentes raisons, que peut-être si vous lisez le livre, vous pourrez, je ne vais pas faire une réponse trop longue, mais en tout cas, c'est devenu compliqué de trouver les formes que peut prendre cette révolution. Ce ne peut plus, on va pas refaire la Révolution française de 1789, c'est pas possible. Donc c'est devenu compliqué de trouver les formes que peuvent prendre cette révolution dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et dans nos façons de penser telles qu'elles sont devenues, de nous penser aussi en tant qu'individus telles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Mais moi, je n'attends qu'une chose, c'est que je parlais de l'environnement. Je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à une révolution dans ce domaine-là, on est très mal parti. Voilà, oui. C'est pas très optimiste, hein, les derniers mots que je vous dis, mais c'est vous, là, vous êtes la jeunesse, donc voilà, c'est vous qui allez faire la révolution. Voilà, donc finalement, c'est une belle conclusion qui permet de vous donner la parole. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous inciter à prendre le micro et à faire un sitting ici même. Mais, mais en attendant, on a parlé tout à l'heure avec les étudiantes du master métier du texte et de l'image de la commande, enfin du texte de commande que représente Finir par l'éternité. Et elles ont quelques questions à vous poser en la matière. Lorsque vous allez sur le musée, dans le musée, vous aviez une idée derrière la tête d'une histoire, ou c'est lorsque vous avez vu l'objet que là, vous vous êtes dit « Ah, j'aimerais travailler sur cette histoire ». En fait, comment ça s'est passé du coup pour vous ? D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'avais aucune idée quand je suis arrivée dans le musée. J'avais même pas l'idée de quel objet j'allais utiliser, parce que dans un premier temps, il fallait trouver l'objet et surtout le choisir. Et dans ce musée, il y a énormément d'objets. Donc, c'était un petit peu le travail de départ, c'était de décider quel objet. Et ensuite, une fois qu'il a été choisi, alors vous allez me dire, mais comment vous avez choisi c'était un peu à l'intuition, comme ça. C'était pas évident. Je me suis dit, tiens, celui-là, c'était la machine à chiffrer. Elle était dans un coin. Elle était un peu cachée, justement. Elle n'était pas mise en avant. Donc, c'est ça qui m'a intéressée, le fait qu'elle soit un peu cachée. Et ensuite, j'ai trouvé l'histoire à partir de l'objet. Voilà. Alors, effectivement, il s'agit d'une machine à chiffrer qui date des années 50 et qui servait au service secret américain. C'est bien ça ? Oui, ça servait pas qu'aux c'est les Américains qui l'ont fabriquée, mais elle servait à tous les échanges au sein de l'OTAN, donc pendant la guerre froide. Donc c'était aussi utilisé par tous les pays de l'OTAN, dont je ne pourrais pas vous faire la liste, je suis désolée. C'est un objet d'archive aujourd'hui, puisque avec l'arrivée de la communication instantanée via Internet, c'est devenu un objet d'autant plus mystérieux. Oui, puis c'est assez... fascinant de penser qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on n'a plus du tout besoin de faire ça. Mais littéralement, il y avait des gens dont le métier était de taper ces messages pour qu'ils puissent être codés sur une petite bande de papier qu'on pouvait ensuite envoyer, échanger. Moi, je trouve ça totalement fascinant. Je pense qu'ils auraient été, les gens d'alors, s'ils voyaient aujourd'hui comment se passent les communications, ils auraient été tout à fait déstabilisés. Quelles sont les démarches de recherche que vous avez faites lorsque le musée vous a contacté ? Déjà, le musée m'a donné des documents parce qu'en fait, dans ce musée, mais je pense que c'est vrai pour tous les musées, ils ont une documentation. Pour chacune des pièces qui est exposée, il y a une documentation qui va avec. Donc, ils m'ont donné ça. Et ensuite, j'ai fait surtout des recherches sur Internet, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés. J'ai découvert aux États-Unis, il y a notamment un ancien militaire qui a créé tout un blog sur les machines à chiffrer. Dont il explique, parce que le problème que j'avais, c'est que j'avais vu l'objet, mais j'avais pas le droit de l'emmener de façon évidente, et je n'avais pas le droit de le toucher non plus, et je n'avais pas le droit de l'utiliser. Donc il fallait que je puisse raconter l'utilisation de l'objet sans moi-même l'avoir utilisé. Donc j'ai trouvé ce blog incroyable de ce militaire à la retraite qui expliquait vraiment en détail. Alors je ne sais pas d'où il avait eu l'information, je pense qu'il avait dû peut-être connaître quelqu'un. Et il expliquait, voilà, il faut mettre le papier comme ça, le papier ressort là. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps en fait à essayer de comprendre technologiquement comment l'appareil fonctionnait. Donc en fait, on voit que dans la vie d'un écrivain, il y a aussi des choses très techniques et très fastidieuses.
Mais on s'interrogeait aussi sur la démarche du musée lui-même qui fait appel à des écrivains pour mettre en valeur d'une manière littéraire des objets de leur collection. Est-ce que vous en savez plus sur leur projet ? Alors, je pense qu'ils sont les... je pense que je dis pas une bêtise. Je pense qu'ils sont les premiers à avoir lancé cette idée. En fait, c'est un musée qui était anciennement le musée Guimet à Lyon et qui a déménagé donc, dans ce quartier qui s'appelle les Confluences. Et donc ils ont eu un vrai challenge pour essayer de faire venir les gens parce que c'était un quartier où il n'y avait pas forcément beaucoup de passages et d'ailleurs ils ont très bien réussi et du coup à travers ça je pense qu'ils voulaient c'était une manière d'inventer une nouvelle façon de mettre en valeur les objets à travers c'est-à-dire un peu les faire vivre à travers une fiction. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des objets statiques, il me semble que la démarche, c'est ça. C'est de montrer, justement, pour ce que vous disiez par rapport aux histoires, que tous ces objets, ils ne sont pas juste des choses dans des vitrines. Ils ont des histoires, ils ont inspiré des gens, ils ont eu des usages. Et je pense que c'était vraiment une façon dynamique de les animer. Oui, c'est une forme d'animation de ces objets. Et pour les écrivains, je pense que c'était original comme démarche de passer par là. Voilà. On ne savait pas du tout comment c'était organisé, parce que c'est vrai que c'est original. Et après, d'autres musées, je pense qu'il y a, sans vous dire de bêtises, il y a une collection qui a lancé, je crois que c'est Beaubourg ou c'est le musée du Louvre. Non, je pense que c'est le musée du Louvre qui s'appelle Ma nuit au musée, où ils demandent justement à des écrivains de passer la nuit dans le musée pour pouvoir raconter leur expérience de confrontation. Ah oui, effectivement, j'ai commencé à lire le livre de Yakuta Likavasovic. Oui, mais c'était, vous vous rappelez si c'est le Louvre ou Beaubourg ? Je crois que c'est le Louvre, hein, c'est ça. C'est le Louvre, ouais. Donc ça, c'est aussi une autre façon d'approcher... de donner vie oui. au musée et à ses pièces. Finalement, c'est une forme de médiation. Là, on est face à des étudiants qui vont travailler de près ou de loin dans le domaine de la médiation culturelle. C'est vrai que c'est une manière de décliner la visite au musée et puis de revenir avec un souvenir qui ne soit pas... Tout à l'heure, je parlais du mug La Joconde. Je ne sais pas s'il existe, mais d'avoir quelque chose de plus... Voilà, de plus... créateur, de plus artistique. Et je pense que même pour le musée, c'est intéressant, dans le sens où ça permet d'avoir un regard pour eux autre sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils sont censés connaître très bien. D'un seul coup, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui bidouille un truc, qui a vraiment un regard qui n'a rien à voir avec ce dont ils ont l'habitude. Et ça, je pense que même pour eux, c'est rafraîchissant, c'est pas le mot, mais c'est intéressant même après pour eux, la façon dont ils vont parler de leur propre collection. C'est-à-dire que ça va renouveler un peu leur regard sur les objets qu'ils présentent.